Alors, peut-être que nous aurons, dès la fin de cette intervention, quelques mots sur ce qu'on appelle le règlement Dublin et la manière dont ça va évoluer. Là, je suis très heureux d'accueillir Catherine Wittol de Wenden, qui est une spécialiste j'allais dire, des politiques publiques en matière d'accueil des migrants, parce que ce qui nous intéressait, c'était d'apporter des éléments de précision sur la façon dont les flux migratoires se développent dans les années qui viennent de s'écouler et peut-être dans les années qui vont venir, parce que c'est un phénomène qui s'est développé de manière exponentielle avec le développement des crises, et on n'a pas évoqué tout à l'heure la question des migrants ou des réfugiés climatiques, mais c'est aussi un sujet qui vient déstabiliser tout le système que nous connaissons aujourd'hui. L'idée, c'était d'aller au-delà des fantasmes que suscite ce phénomène migratoire et la manière dont les populations européennes et leurs gouvernements réagissent par rapport à ça. Donc, je vais donner tout de suite la parole à Catherine Wittol de Wenden pour repréciser tout ça. Et je pense qu'il faudra quand même qu'on termine au moins sur la question de Dublin, parce que derrière ce terme, derrière le mot règlement Dublin, il y a la possible ou l'impossible politique d'accueil des migrants, de droit d'asile commun à l'ensemble des États membres de l'Union européenne, et plus largement d'ailleurs au niveau du Conseil de l'Europe. Voilà, donc je donne la parole à Madame de Wenden. Voilà. Alors, merci beaucoup de cette invitation. Je suis un peu enrhumée, donc peut-être que la voix ne sera pas toujours très claire et que je serai obligée de me moucher de temps en temps parce que j'ai attrapé une crève carabinée, mais ça va mieux. Donc voilà, tout ça c'est plutôt passé, et je vous remercie surtout de m'avoir invité. Je connais bien la LICRA, j'ai participé à de nombreux débats dans le passé. Je connais aussi Gilbert Flamme, que je connaissais avec une autre casquette, celle de magistrat, quand il organisait des séminaires de formation pour des fonctionnaires sur les thématiques migratoires, et j'intervenais souvent en duo avec François Héran, donc, qui est un de mes collègues, professeur au Collège de France. Donc tout ça, ce sont de très agréables retrouvailles, ainsi que mon collègue, bien sûr, Smaïn Lacher, que j'ai rencontré pas plus tard que dimanche dernier à Salon du Livre à Lille. Donc, on m'a demandé, d'après la lettre qui m'était envoyée de Mario Stasi, de parler de la nature, effectivement, et de la réalité des flux migratoires. Et je vais essayer très rapidement de vous brosser un tableau de ces phénomènes avant de parler, bien sûr, de notre sujet, qui est la politique de l'asile. Alors, tout d'abord, sur les flux migratoires, alors, il y a des choses très, très précises. Moi, j'enseigne à des étudiants, donc je leur dis, soyez très rigoureux sur les chiffres, parce que les chiffres, ils disent beaucoup de choses, et notamment dans les débats politiques, il y a souvent des batailles de chiffres sur la question migratoire, qui souvent, d'ailleurs, sont fortement erronées, parce que le migrant, c'est une définition internationale, qui est celle du département de la population des Nations Unies, qui dit que est migrant celui qui est né dans un pays, qui vit dans un autre pays, pour une durée, en général, avec quelques nuances, mais selon les pays, mais égale ou supérieure à 1 an. Donc celui qui vient pour une très courte durée n'est pas un migrant, ça peut être un touriste, ça peut être un stagiaire, ça peut être donc d'autres configurations. Tout à l'heure, dans le débat qu'on avait sur les expats, les expats sont des migrants, puisque ce sont des gens qui sont nés dans un pays, qui vivent dans un autre pays que le leur, en général pour une durée égale ou supérieure à 1 an. Tout ça pour revenir sur les chiffres, et je ne vais pas vous en donner trop, mais quelques-uns. 284 millions de migrants internationaux, selon cette définition. Des migrants qu'on peut compter, c'est-à-dire c'est les résultats du département de la population des Nations Unies. Donc il y a un rapport annuel qui s'appelle UNDESA, UNDESA, que vous pouvez regarder en ligne. Vous avez le rapport annuel sur les migrations, très intéressant, parce que contrairement à ce qu'on dit souvent, la plupart des pays qui accueillent, qui sont dans cette politique d'hospitalité, ce sont les pays du Sud. L'essentiel des migrations aujourd'hui, c'est une question pas seulement sud-nord et nord-nord, on en parlait tout à l'heure avec les expatriés, c'est surtout une question sud-sud et un tout petit peu, un peu plus qu'hier, nord-sud. Donc aujourd'hui, il y a à peu près
autant de migrants, un peu plus de migrants au sud du monde qu'au nord. Et ces pays du sud qui n'ont pas les conventions internationales, qui souvent ne sont pas signataires. D'ailleurs, il y a 50 pays qui ne sont pas signataires de la Convention de Genève, qui sont des pays du sud. Ils n'ont pas signé d'autres conventions internationales auxquelles il était fait allusion, bien sûr pas le dispositif européen. Ils accueillent beaucoup. Et donc beaucoup de migrants sont accueillis de facto dans des pays très pauvres, et ils produisent aussi beaucoup de réfugiés. Donc les réfugiés sont souvent un phénomène de fait que l'on trouve au sud du monde, parce que la plupart des réfugiés aujourd'hui, c'est vrai pour aujourd'hui comme pour hier, un peu plus aujourd'hui qu'hier, sont accueillis par des pays voisins du leur. Hein. C'est pas très original ce que je dis, hein, mais on croit tous que tout le monde va venir chez nous. Rien de plus faux. La plupart des Afghans ont été accueillis par l'Iran et le Pakistan. C'était encore vrai d'ailleurs après la chute de Kaboul. La plupart dans le passé, des Vénézuéliens ont été accueillis par la Colombie et le Brésil, et un peu par l'Espagne, mais surtout par les pays voisins d'Amérique du Sud. Les Ukrainiens ont été accueillis surtout par leurs voisins polonais, roumains, moldaves et tchèques, et un peu hongrois, mais en vertu d'un autre aspect qui est la reconnaissance de la nationalité hongroise à des gens qui n'habitent plus sur le territoire hongrois, ce qu'on appelle l'irrédentisme. 1,8 million ont reçu un passeport hongrois, pas seulement maintenant, mais depuis plusieurs années. Et donc, la plupart des réfugiés dans le monde sont accueillis par les pays voisins du leur. Et à côté de ces 284 millions de migrants internationaux, on a un peu plus de 740 millions. On ne connaît pas très bien le chiffre, parce que beaucoup de pays ne comptent pas leurs migrants internes, de migrants internes chez eux. Hein. Alors, par exemple, en Chine, on a environ 240 millions de migrants internes en Chine. Hein. 240 millions de migrants internes à cause d'un régime un peu particulier et très archaïque qui est le système du passeport intérieur, qui distingue entre le passeport urbain et le passeport rural. Et si vous avez eu le malheur de naître à la campagne, vous ne pourrez jamais ou très difficilement vous installer en ville légalement, si j'ose dire. Donc tous ces phénomènes expliquent ce contexte, et c'est effectivement, comme disait tout à l'heure Gilbert Flamme, on avait 120 millions de migrants internationaux comptabilisés à la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, 284 millions. C'est pas une croissance considérable, hein. 3,7% de la population mondiale. La plupart des gens sur notre planète migrent peu, en fait. Hein. Migrent peu, surtout hors de leur territoire, faut pas l'oublier. Et donc, les grands pays très peuplés n'ont pas produit beaucoup de migration. Par exemple, certes, ils sont nombreux, mais à la proportion de la population de ces pays, l'Inde ou la Chine produisent assez peu de migrants internationaux. Hein. Pour la Chine, sur 1,4 milliard, 1,3 milliard, on a 50 millions environ de Chinois à l'étranger. Moins si on ne comptabilise pas ceux qui ont plus la nationalité chinoise. Et en Inde, aujourd'hui, on a à peu près 37 millions d'Indiens à l'étranger, dont le Premier ministre britannique. Mais c'est pas beaucoup pour une population qui a 1,4 milliard d'habitants. Donc, en fait, il n'y a pas du tout de lien, et ça, j'insiste beaucoup parce que beaucoup de gens le croient, entre l'importance de la population, ou même la croissance de la population, et la chance ou pas que ces gens migrent. Hein. Donc ça, c'est très très important. Hein. C'est pas parce que certains pays ont une croissance très importante, on le dit souvent pour certains pays africains, que tous les Africains vont sortir de chez eux et migrer de par le monde, et notamment en Europe. Donc j'insiste beaucoup. Alors le deuxième point, soyons donc vigilants sur les chiffres. Alors sur les réfugiés de diverses catégories, hein, selon le HCR, dans son rapport le dernier chiffre qui avait été produit en juin dernier, c'était 100 millions de réfugiés dans le monde. Mais dans ces 100 millions, il y a des réfugiés internes, chez eux, par exemple. Hein. On en a parlé tout à l'heure pour les Ukrainiens. On a des gens qui ont très peu de statut, qui ont une protection humanitaire, protection temporaire, ce qui est le cas pour aujourd'hui des Ukrainiens. Et sur ces 100 millions, 26,5 millions seulement
ont un statut de réfugiés de la Convention de Genève. Donc beaucoup sont dans des situations extrêmement précaires, et là-dedans on compte aussi les fameux demandeurs d'asile dont on parlait tout à l'heure. Donc ça donne quelques idées. Alors ces phénomènes donc sont structurels, ça c'est le deuxième point sur lequel j'insiste, c'est-à-dire qu'on n'arrêtera pas les migrations internationales, hein. Toute politique qui dit qu'on va arrêter les migrations ou qu'on va renvoyer tout le monde chez eux, c'est des discours complètement fallacieux, parce que aujourd'hui ces migrations, elles accompagnent des mouvements du monde, une sorte d'interdépendance du monde. Le monde rencontre le monde, si j'ose dire, en partie avec les migrations internationales et avec beaucoup d'autres facteurs globaux. Et donc, on est entré dans cette phase de globalisation humaine, de mondialisation des migrations. Et les facteurs structurels, on les connaît tous, hein, je ne vais pas y revenir très longtemps, mais il y a notamment, on a parlé tout à l'heure des facteurs démographiques, hein, bien sûr. Certes, il y a le nord du monde est vieillissant. Il y a eu un rapport des Nations Unies qui avait été fait là-dessus par le directeur de la démographie des Nations Unies, Joseph Grimblat, qui avait fait des scénarios qui ont inspiré les théories de Renaud Camus sur le grand remplacement, mais lui-même, il n'avait rien à voir avec tout ça, et qui faisait des scénarios de combien de migrants aurions-nous besoin si nous voulions équilibrer la pyramide des âges, équilibrer le nombre des actifs et des inactifs, ou répondre aux besoins de main-d'œuvre, par exemple. Donc ça, c'était un scénario qui avait été fait, et donc le nord du monde est dépendant des migrations internationales. On est en plein débat aujourd'hui à cause du vieillissement de la population, pas seulement de l'accueil des réfugiés, mais du vieillissement de la population. Et ça, c'est un phénomène structurel. L'âge médian, sortez du conseil régional en Europe, c'est de 41 ans. Hein. Vous avez autant de chances de rencontrer des gens de plus que de moins de 41 ans. Au Maghreb, c'est 25 ans. En Afrique subsaharienne, c'est 19 ans. Donc là, on a des écarts très importants. Donc, facteur démographique, mais il n'y a pas de lien, et j'insiste beaucoup, et Hervé Lebras abonderait dans ce point de vue, il n'y a pas de lien entre la croissance très forte de certains pays, croissance démographique, et le fait que ces gens auront des propensions à migrer, parce que pour que les gens migrent, il faut des réseaux d'interconnaissance qu'ils n'ont pas toujours. Les plus pauvres du monde ne migrent pas. Migrent sous la pression soit des crises politiques, soit encore plus sous la pression des crises environnementales. Donc l'environnement, c'est aussi un facteur, le réchauffement climatique, de migration, de mobilité, mais ce sont pour les 3/4 des migrations internes. Aujourd'hui, les évaluations sont autour de 60 millions de migrations environnementaux, qui d'ailleurs n'ont pas le statut de réfugiés, qui sont souvent accueillis de fait dans leur propre pays ou par le pays voisin, mais parfois certaines crises politiques qui ont produit des réfugiés sont liées en partie à des crises environnementales. Par exemple, la crise du Darfour, c'est une crise sur l'accès à la terre entre une population au Soudan, arabe et d'autres subsahariennes, et ça donnait lieu à un conflit ethnique qui s'est traduit en crise politique très grave, par exemple. Donc en fait, les déplacés environnementaux, ils sont liés aux évolutions de la vie terrestre et de réchauffement de la planète, et donc on a des quantités de catégories de déplacés environnementaux aujourd'hui, la montée des eaux, les cyclones, les tornades, les îles qui sont enfouies sous la mer, etc., la désertification, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on aura à sa porte demain un déplacé environnemental. Les pays les plus concernés sont des pays voisins de ces situations de crise environnementale. Troisième facteur, les inégalités de richesse. Aujourd'hui, si les gens sont branchés, les jeunes partout dans le monde, mais du sud du monde aussi, sur toutes les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et ils savent comment on vit chez nous, ils ont parfois des liens avec les gens qui sont installés ailleurs,
Et donc, c'est pas la pauvreté qui conduit directement à la migration, c'est le désir de changer. Au cours de son existence. Donc très souvent, ceux qui partent, ce ne sont pas les plus pauvres, ce sont des gens qui se disent qu'ils peuvent changer effectivement le cours de leur vie par la migration, et c'est souvent vrai d'ailleurs, une étude de Harvard, celui qui migre à l'échelle mondiale multiplie par 7 ses opportunités de travail, de revenus, par rapport à celui qui reste chez lui. Et les grandes lignes de fracture du monde, les lignes de fracture politique, économique, sociale, sont des grandes lignes de migration, la Méditerranée, la frontière entre les États-Unis et le Mexique, et beaucoup d'autres points dans le monde qui favorisent donc ces mobilités. Autre facteur, les crises et les conflits. On en a parlé, on va en reparler. C'est aussi un facteur qui pousse les gens à bouger, en partie chez eux, en partie hors des frontières. Ah, c'est très gentil. Et ensuite... tous ces phénomènes donc concourent à l'entrée en mobilité du monde, si j'ose dire, qui est le contexte dans lequel on est arrivé, et ce sont des facteurs structurels de l'évolution mondiale. Je crois que ça c'est très très important d'insister sur cette dimension structurelle, parce que c'est pas parce qu'on a décidé qu'on arrêterait les migrations que les choses allaient se passer de cette façon. Et j'insiste lourdement sur le fait que beaucoup de pays doivent leur croissance démographique à la migration. Tous les pays européens doivent à la migration. Le seul facteur de croissance de la population en Europe, ce sont les migrations internationales. Le seul facteur de croissance de la population aux États-Unis, ce sont les migrations internationales. Donc ça, c'est un phénomène très très important qu'il faut avoir en compte. Et le développement... Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus par l'Institut de recherche sur le développement, par l'AFD, par beaucoup d'autres structures, le développement ne met pas fin du tout aux migrations, hein, contrairement à ce qu'on croit souvent, parce que le développement, précisément, accroît la mobilité. Plus il y a de développement, plus les gens sont mobiles, du développement humain aussi, si les gens sont mieux scolarisés, ce qui est le cas à l'échelle mondiale, si les gens sont en meilleure santé, ce qui est le cas aussi à l'échelle mondiale, eh bien, ils vont être plus disponibles pour partir. Il y a plus de gens qui vont relever la tête en disant la fatalité dans laquelle j'ai eu le malheur de naître, dans le pays dans lequel je suis né, avec la possibilité de quitter mon pays parce que quelle que soit la destination que je me propose de prendre, j'ai des visas partout. Hein. Regardons le tableau des visas. Avec le passeport européen, vous pouvez circuler librement dans 185 pays à peu près, hein, à peu près comme les États-Unis. Les mieux placés étant les Japonais et les Sud-Coréens. Mais alors, si vous êtes Afghan, cette fois-ci, vous avez pratiquement aucune chance de pouvoir bouger de chez vous sans immigration irrégulière. Vous avez 25 pays où vous pouvez entrer qui sont vos voisins, aussi pauvres et aussi en crise que le vôtre. Donc, l'inégalité du passeport est une inégalité cruciale pour la mobilité légale ou illégale, puisque ça ne dépend pas de vous, ça dépend du pays où vous avez eu le malheur de naître, si j'ose dire. Donc tous ces facteurs conduisent à tout ce qu'on connaît sur les migrations internationales, le développement aussi de l'immigration, disons des réseaux, des trafics de passage est un appel à la mobilité, ça rapporte de l'argent d'aller chercher des candidats à la migration, donc le trafic est très important. Et la formation y contribue, bien sûr. Et donc le développement accroît la mobilité. Pour l'instant, on est dans une phase d'évolution du monde où plus il y a de développement, plus il y a de migration, plus il y a de migration, plus il y a de développement. Les transferts de fonds, c'est 550 milliards de dollars annuels envoyés par les migrants dans leur pays d'origine, 550 milliards. Et pendant la crise du Covid, on a eu une chute de 20% des transferts de fonds. Et certains pays très pauvres, comme le Niger, qui était dépendant de cet argent, même si le Niger migre assez peu, en réalité, surtout vers l'Europe, eh bien, a eu des conséquences catastrophiques sur le quotidien des personnes, ce qu'on a tendance à oublier parce qu'on regarde toujours ce qui se passe à notre porte, par exemple. Donc tous ces phénomènes font qu'on est entré dans un monde de plus en plus mobile et ces migrations sont surtout attirées
par des villes globales, comme on dit, hein, des villes globales. De plus en plus, d'ailleurs, les migrants quittent des espaces urbains et vont vers des espaces urbains plus gros. Et les grandes métropoles du sud du monde, qui sont pour une partie d'entre elles, notamment en Asie, menacées par la montée des eaux, vous voyez Calcutta, vous voyez quelques autres, Jakarta et quelques autres villes du sud du monde gigantesques, eh bien, elles sont souvent au bord de l'eau, c'est un ancien port, coloniaux ou pas, mais en réalité, là, il y a un vrai risque environnemental, mais il y a aussi, bien sûr, c'est le point de départ, souvent, le point d'arrivée d'une migration interne et le point de départ d'une migration internationale. Donc voilà un petit peu comment les choses fonctionnent, si j'ose dire. Et là-dessus, je vais... donc la réalité des flux migratoires, pour terminer, je dirais que parmi les grandes régions d'immigration au monde, alors on a tendance, et j'ai tendance aussi, à distinguer les pays d'immigration de travail et les pays d'immigration de peuplement, même si aujourd'hui c'est de plus en plus difficile de démêler les deux, hein. Les frontières entre le réfugié et le migrant économique, on en a parlé tout à l'heure, sont de plus en plus floues, surtout quand l'immigration de travail est fermée, l'immigration de travail salarié, comme encore dans beaucoup de pays européens. Donc les gens parfois essayent l'asile parce qu'ils ne peuvent pas entrer comme migrants économiques. Mais les catégories de pays sont de plus en plus floues parce que de plus en plus de pays de départ sont devenus aussi et en même temps des pays d'accueil et des pays de transit. Pensons au Maroc, pensons à la Turquie, pensons au Mexique et quelques autres. Et aussi parce que dans ce contexte-là, on a donc tendance à distinguer pays d'immigration d'installation et pays d'immigration de peuplement, mais c'est de plus en plus flou, notamment pour les pays européens, parce que l'Europe est un continent qui ne s'accepte pas comme continent d'immigration. Pendant très longtemps, les Européens sont partis à l'étranger. Il y a 31 millions d'Italiens qui sont partis à l'étranger entre 1860 et 1960, en gros, par exemple, hein, et beaucoup d'autres nationalités, mais c'est une des plus importantes. Et donc, l'Europe se pensait comme terre de départ. Bon. Surtout pour certaines nationalités, pas tellement en France, mais ailleurs. Et donc, l'Europe n'a jamais accepté l'idée qu'elle se constitue avec des nouveaux arrivants. Et ça, c'est la grande différence avec les États-Unis, le Canada, beaucoup de pays d'Amérique du Sud, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, pour qui il y a une légitimité du phénomène migratoire. En Australie, le ministre de l'immigration, il s'appelle ministre de l'immigration, de la citoyenneté et du multiculturalisme. Donc l'idée, c'est que c'est quelque chose de complètement constitutif du pays. Il y a beaucoup de critiques qu'on pourra faire sur la politique australienne, mais le migrant est tout à fait légitime, hein. Aux États-Unis, la politique migratoire est souvent, d'ailleurs, chahutée, si j'ose dire, au gré des majorités politiques. Mais il y a une certaine légitimité du phénomène migratoire. Les gens, souvent, si on va au musée d'Ellis Island à New York, sont fiers souvent d'être issus de l'immigration. En France, beaucoup, pendant longtemps, ont caché cette réalité, tandis que là, ils sont fiers. Et en Amérique du Sud, il y a plusieurs musées de l'immigration, et ils disent on est tous sortis du bateau. Donc, ce qui n'est pas complètement vrai, parce qu'il y a aussi des Indiens, mais il y a une fierté. Et donc, la politique est très différente, parce que, d'une part, celui qui vient pour travailler, souvent, s'il est sélectionné, mais pas toujours, il est assez bienvenu dans ces pays. D'autre part, l'accès à la nationalité, c'est souvent le droit du sol. Donc ça permet très rapidement d'acquérir la citoyenneté du pays d'accueil. Et il y a une mise en scène et mise en œuvre dans une politique publique de la lutte contre les discriminations, avec bien sûr toute une série de bémols qu'on pourrait ajouter. Mais ce sont des pays qui ont été un peu les champions quand même du multiculturalisme et de la mise en scène de la diversité et des politiques publiques de lutte contre les discriminations. En Europe, on est un peu à cheval entre les deux, parce qu'on hésite, on a beaucoup de mal à considérer que l'Europe est un grand territoire d'immigration. Aujourd'hui, on a à peu près 50 millions de migrants en Europe, à peu près comme les États-Unis, entre 45 et 50 millions. On a perdu un peu quand le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, mais on est dans ces chiffres-là. Ce sont les plus grandes destinations migratoires au monde,
comptabilisés, hein. Mais ensuite, on a, par exemple, des pays auxquels on ne pense pas, mais qui attirent beaucoup de migrants. Le Golfe, 3e destination migratoire au monde. On a la Russie, 4e destination migratoire au monde. Ça va peut-être un peu changer dans le contexte actuel, mais c'est quand même un pôle très important dans cette région. Et puis, on a également donc beaucoup d'autres phénomènes migratoires à l'échelle régionale, hein. Aujourd'hui, la plupart des flux migratoires mondiaux sont aussi très régionalisés. C'est-à-dire que si on regarde ma Bible, c'est-à-dire le rapport annuel des Nations Unies sur l'évolution des migrations, on s'aperçoit que pour toutes les régions du monde, sans aucune exception, il y a plus de migrants dans la même région que de migrants qui vont ailleurs. Par exemple, c'est un peu moins vrai pour l'Europe, mais on est dans un espace euro-méditerranéen. L'essentiel des migrations en Europe sont pour le tiers, un peu plus du tiers aujourd'hui des Européens, ce qu'on oublie avec la libre circulation, notamment des migrations de l'Est, mais c'était déjà le cas avant, les Italiens, les Portugais, etc., les autres nationalités, les Espagnols et les Grecs, mais aussi aujourd'hui, donc, on a surtout la rive sud de la Méditerranée, en Europe, même si elle migre aussi ailleurs. Donc en fait, on est dans un espace euro-méditerranéen. Hein, euro-méditerranéen. On a aux États-Unis, donc la migration est surtout d'origine mexicaine, donc c'est très important. C'est un espace régional, hein, nord-américain, un peu canadien. Il y en a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, mais enfin l'essentiel, le gros du bataillon, c'est la migration du voisinage mexicain. En Amérique du Sud, la plupart des migrants d'Amérique du Sud migrent en Amérique du Sud. Et on le voit aujourd'hui sous nos yeux avec l'exil des Vénézuéliens et hier celui des Colombiens. Ils migraient surtout en Amérique du Sud et surtout pour la migration de travail, la migration andine migre vers l'Argentine, le Chili, l'Uruguay et un peu le Brésil. Donc on a un phénomène très régionalisé. En Asie, c'est le paradis, si j'ose dire, de la migration régionale. Hein. Les Philippins qui vont aussi ailleurs, ils vont surtout dans d'autres pays asiatiques les plus développés. Et on a une migration régionale très importante. Donc le panorama de ces politiques et de ces phénomènes mondialisés et structurels, c'est un panorama à la fois global, mais aussi très régionalisé, parce que c'est souvent plus facile légalement aussi. On a plusieurs espaces régionaux de libre circulation à des fins de travail. C'est le cas pour l'Europe, hein, bien sûr, mais aussi pour l'espace Lunasur pour l'Amérique du Sud, l'ASEAN pour les 15 pays d'Asie du Sud-Est. En Russie, on peut circuler pour une période qui est liée au contrat de travail à l'intérieur de l'ancien espace soviétique, etc. Donc ce phénomène s'est régionalisé de plus en plus. Donc voilà un petit peu pour le panorama. Alors si on en vient plus précisément à l'aspect réfugié, déjà, alors je vous disais que tous ces phénomènes étaient structurels et les réfugiés, on est dans un contexte où on a eu une série de crises de réfugiés. Je vous écoutais tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi accueilli des gens qui venaient de très loin, les boat people par exemple. Il ne s'agissait pas nécessairement de l'hospitalité qui a été magnifiquement présentée tout à l'heure, il s'agissait surtout de faire de la politique internationale. Quand on a accueilli les réfugiés, notamment du Vietnam, parce qu'il s'agissait de montrer que l'Occident était la terre des libertés contre ces communistes qui les menaçaient. Et donc là aussi, dans les camps de réfugiés, des boat people, il y a eu une sélection selon la qualification. On n'a peut-être pas pris on a pris beaucoup de gens très compétents, mais on n'a pas pris, les Américains sont passés les premiers, ils ont pris les plus qualifiés. Donc ce qu'ont fait les Anglais à Sangatte, c'est pas nouveau, si j'ose dire. Hein. Et la raison pour laquelle on accueillait aussi dans le passé plus lointain les réfugiés, ça a été le cas pour les Arméniens, les Russes, etc., c'était bien sûr faire de la politique, mais c'était aussi trouver une solution juridique de statut à des gens qui n'avaient plus aucun état de référence. Leur empire avait disparu, hein, les gens de l'Empire ottoman, de l'Empire russe, etc. Donc avant même l'idée de persécution inscrite en lettres cardinales dans la Convention de Genève, ce qu'a rappelé Smaïn Lacher, c'était surtout trouver un statut à des gens qui n'en avaient plus aucun. Lutter contre l'apatridie. Il ne faut pas oublier que
On a une convention sur les réfugiés 1951, Genève, mais 54 sur les réfugiés, sur les apatrides. On a toujours autant d'apatrides. On a un chiffre très stable aujourd'hui. 13 millions d'apatrides dans le monde, par exemple, notamment au Bangladesh et au Myanmar, mais pas seulement. Et donc ça, c'est un problème énorme. Dans ce contexte, donc, quand on a aujourd'hui, il y a une très belle thèse qui a été faite par Karen Akoka sur la politique française de l'asile, qui montre qu'effectivement, toujours aujourd'hui, quand on traite des réfugiés, bien sûr, l'aspect essentiel, c'est l'interprétation de la Convention de Genève telle qu'elle est interprétée aujourd'hui avec la notion de persécution et dans les contextes qu'ont quitté les personnes, mais aussi bien sûr, un peu de politique. Et je ne vais pas rester plus longtemps là-dessus, mais je crois qu'il faut quand même réfléchir là-dessus. L'hospitalité peut être un petit peu politique aussi. Quand on a accueilli les Ukrainiens, surtout les Polonais d'ailleurs, mais ils accueillaient leurs voisins. Parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine d'aujourd'hui, c'est une partie de la Pologne d'hier. Pas l'oublier, les frontières de la Pologne ont bougé. Donc c'est pas très compliqué pour des gens qui sont des cousins, des voisins, etc. Ça a été un aspect important. L'impopularité aussi d'une agression russe et anciennement soviétique peut jouer aussi. C'est-à-dire qu'il y a le souvenir de la révolution hongroise de 56, de Prague 68, de Solidarność 1980. Donc il faut résister contre la Russie dans ces régions-là. C'est quelque chose d'encore très très fort dans les mentalités. Ça a pu jouer. Et puis en Europe, eh bien, on a on a développé une politique publique d'exception, qui est la protection temporaire, qui a été créée pour les Kosovars, mais jamais mise en œuvre en 2001. Il a fallu attendre 20 ans pour la déterrer, si j'ose dire, des cartons européens. Et puis, on a eu véritablement une politique publique relayée par, non seulement au niveau européen, mais aussi national, mais aussi régional, jusqu'aux citoyens qui pouvaient accueillir chez lui les personnes, comme on s'est inspiré de la crise de 2015 en Allemagne, où les gens ont accueilli chez eux une partie des demandeurs d'asile. Donc 3 crises, je dirais, majeures en Europe des réfugiés. Les années 90 avec la chute du rideau de fer et beaucoup d'arrivées en Allemagne, dont des migrations ethniques qui ne sont pas des réfugiés, mais des Allemands d'origine qui venaient de Russie, du Kazakhstan, etc. 12 millions quand même, c'est pas complètement... 2 millions, je veux dire, ils avaient déjà accueilli 12 millions de retournés qui étaient dans l'actuelle Pologne d'aujourd'hui, donc c'est beaucoup, plus les réfugiés, bien sûr, c'est l'Allemagne qui a accueilli le plus dans les années 90, 91, 92, jusqu'à ce qu'ils modifient leur droit d'asile en 93. Deuxième crise, c'est la crise de 2015, donc là on voit une crise, pas seulement de l'hospitalité, mais de la solidarité européenne. Donc là, c'est des valeurs fondamentales de l'Europe inscrites dans le traité de Lisbonne qui sont bafouées, et seule l'Allemagne dit on va accueillir. Et ils ont accueilli plus que 800 000 annoncés par Mme Merkel, 1 million de personnes. Les autres pays ont plus ou moins, accueilli ce qu'on demandait, mais très peu. En fait, en France, on a eu à peine 35 000 accueils, donc c'est très très peu. C'est moins que les quotas qui étaient proposés, je dis pas imposés, proposés par Bruxelles. Puis il y a des pays qui ont dit non, nous on n'accueille pas, c'est des musulmans, tout ça. Ça a été le discours hongrois, polonais, tchèque. Eh bien, on n'accueille pas, donc zéro. On a signé la Convention de Genève, mais on a le droit de ne pas accueillir. Donc ils peuvent rentrer chez nous, mais 0 personne obtiendront l'asile, et une crise très profonde de solidarité à l'intérieur de l'Europe, alors qu'on n'a pas sanctionné ces pays. C'est ça qui est très grave. On n'a pas sanctionné les pays qui n'ont pas respecté le principe de solidarité européen, parce que on s'est dit, bien voilà, chacun va se débrouiller comme il veut, la souveraineté de l'État est plus importante que le principe de solidarité, et on pouvait très bien mettre en balance, si j'ose dire, les fonds structurels européens et puis l'accueil des réfugiés. Rien de tout ça ne s'est fait, et donc aujourd'hui, d'ailleurs la Pologne a dit qu'elle avait récupéré un petit peu son non-accueil des Syriens avec l'accueil des Ukrainiens. Donc elle a fait acte de contrition, si j'ose dire, dans ce pays assez catholique. Dans les autres, ils ont fait leur travail, et puis certains y trouvent leur intérêt. Les Hongrois, par exemple, dans un régime très peu ouvert aux étrangers actuellement,
alors que ça a été une terre de passage depuis plus de 1000 ans, eh bien, les Hongrois donnent des passeports ukrainiens à des gens, des passeports hongrois à des Ukrainiens, entre autres, et d'autres, et comme ça leur fait une clientèle électorale aussi tout à fait intéressante. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, je voudrais simplement dire qu'il y a la pratique, et puis je terminerai sur la dimension institutionnelle. La dimension institutionnelle, elle est souvent en décalage, en réalité, par rapport à la pratique. On est aujourd'hui dans une période de discussion sur le pacte européen sur l'immigration et l'asile. À mon sens, on n'a pas beaucoup avancé par rapport aux 2 pactes antérieurs qui étaient de 2008 et de 2014. On est toujours sur des vieilles lunes, si j'ose dire, politique de retour qui ne marche pas depuis 30 ans, politique de reconduction, on en discutait tout à l'heure, très peu de résultats, politique de développement, comme je vous disais, de toute façon, ça n'a pas d'impact sur la diminution des flux migratoires. Certains y croient ou font semblant d'y croire, mais surtout dans ce domaine, on est dans une politique d'opinion. Je doute que la France arrivera à mettre en œuvre les fameuses OQTF à 100%. Aujourd'hui, on n'est à même pas 7%. Donc il faudrait quand même un miracle dans la politique de mise en œuvre pour que ce soit fait. Et je ne pense pas que ce soit d'ailleurs souhaitable. Mais on est dans une politique d'opinion. J'ose imaginer que les décideurs ne croient pas à ce qu'ils annoncent dans la mise en œuvre des politiques migratoires. Et Dublin, qui devait être complètement modifié, à mon sens, sera peu modifié avec le calendrier du pacte européen et le calendrier de la législation française qui doit nécessairement être calqué sur le dispositif européen, même si le pacte n'a pas de valeur obligatoire, juridique, puisque c'est un pacte, c'est un accord seulement. Je termine. On peut laisser la place. Merci. Écoutez, on a encore 5 minutes pour les questions. Si vous avez des questions à poser, Madame Huttel de Wenden, oui. Levez la main parce qu'on ne vous voit pas. Voilà, là-bas. Allez-y. Quelqu'un que je ne voyais pas. Merci, félicitations pour votre présentation. Excusez-moi pour la voix et pour la Je me suis mis à distance pour les micros. Je voulais vous poser une question sur justement les pays qui n'accueillent pas de migration. Je pense à certains pays insulaires comme le Japon qui sont très fermés. D'autres, effectivement, vous avez cité l'exemple de la Pologne et de la Hongrie qui me chagrine beaucoup. Vu qu'en France, nous avons été nombreux, et mes ancêtres en font partie, à venir de ces pays pour trouver de l'aide ici. Mais que deviennent les sociétés qui se ferment à la migration et aux migrants? Question, je vous remercie. En général, elles meurent. Elles meurent, les sociétés qui se ferment à la migration, parce que d'une part, elles sont dans un contexte de déclin démographique, ce qui est le cas. Je ne pense pas que le Japon va mourir, mais le Japon, il a quand même un peu plus de 100 millions d'habitants. Il a 2 millions quand même d'étrangers, donc c'est pas beaucoup, mais ils en ont. Et le drame du Japon, j'ai un collègue japonais qui avait écrit un article là-dessus, c'est que en fait, il veut se donner une image internationale. Donc, il veut une image internationale qui flatte le Japon, qui sont pas beaucoup, ils sont pas très nombreux à l'étranger, les Japonais, même s'ils sont nombreux sur leur territoire. Et donc, ils veulent attirer des élites. Le Japon adore les élites. Eux-mêmes, ils cultivent leur profil pour devenir des élites. Ils adorent les élites, sauf qu'ils n'ont pas besoin d'élites. Ils en ont. C'est un pays où le niveau d'éducation est très élevé. Donc, ils ont besoin de peu qualifiés, mais ils ont une politique, une tentative de politique d'attraction des très qualifiés. Et les très qualifiés viennent pas très nombreux parce que le Japon, il faut quand même... c'est difficile de vivre au Japon, c'est un pays passionnant, mais il faut parler la langue, si on veut se débrouiller. Pas évident. Lire aussi, etc., pour vraiment s'insérer. Donc, c'est un modèle de vie très différent de notre modèle de vie occidental. Donc, le Japon attire assez peu, et ils attirent surtout des peu qualifiés, parce que eux-mêmes, ils en ont besoin, compte tenu du vieillissement du pays. Ils ont des gens pour garder les personnes âgées. Les robots qu'ils ont essayé de mettre en œuvre ne résolvent pas tout, bien sûr. Ils ont besoin de gens
pour tous les métiers un peu méprisés, le nettoyage des rues, tous ces métiers-là sont faits par des étrangers, qui sont des gens qui viennent du Bangladesh, qui viennent de pays voisins aussi, bien sûr. Et donc, la contradiction entre le fait de vouloir des gens très qualifiés pour se donner une image positive sur la scène internationale et les métiers dont ils ont besoin rend très difficile le statut des personnes, parce qu'ils attendent des années comme sans-papiers avant de gravir. C'est une sorte de parcours du combattant, vous savez, la course pour le statut. Et on peut quasiment jamais en Asie ni devenir japonais, ni devenir chinois. C'est très très difficile. Et donc, même les Japonais qui ont migré dans les années 30 au Brésil, les fameux Nikkei-jin, ne réacquièrent jamais la nationalité japonaise quand ils reviennent au Japon, par exemple. Et qu'en est-il en Europe? Si on regarde, vous parliez de l'impossibilité de réformer Dublin. Je pense que ce sera évoqué cet après-midi. Pas la possibilité, mais la difficulté quand même. Mais il y a aujourd'hui, en gros, 3 blocs d'États qui se font face ou qui s'affrontent avec des intérêts divergents. Les pays du Nord-Ouest avec la France et l'Allemagne comme pays plus important, le bloc de Visegrad qui refuse de recevoir des réfugiés, mais qui est tout à fait prêt à envoyer des moyens humains aux frontières extérieures de l'Europe. Et puis les pays du Sud, ça comprend l'Italie, l'Espagne, la Grèce notamment, qui s'interrogent sur la façon dont le mécanisme de solidarité, parce que tout à l'heure, il a été question de répartition équitable des réfugiés, enfin, en tout cas des migrants arrivant sur le territoire européen, et eux s'interrogent sur les critères qui vont être retenus pour assurer une répartition équitable. Aujourd'hui, c'est eux qui, effectivement, prennent de plein fouet Quoique, bon, à titre d'anecdote, moi je suis allé voir en Sicile comment ça se passait s'agissant de l'accueil des migrants, même si aujourd'hui on voit bien qu'ils en font un enjeu, déjà depuis plusieurs années, un enjeu de négociation avec les partenaires européens. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils enregistrent, ils assurent les premiers soins, et après ils ouvrent les portes. Et ces migrants partent vers les pays du Nord. Il n'y a que nous qui les bloquons. Pour nous, les Zemgo, ça n'existe pas en France. On les garde à Calais. Mais là, quel avenir pour ces réfugiés ou pour ces migrants qui viennent et qui demandent souvent dans de mauvaises conditions à bénéficier du statut de l'asile dans les différents pays d'Europe? Alors, plusieurs choses. Moi, je dirais d'abord... Alors, moi, j'ai enseigné là récemment, d'ailleurs en Italie, enfin, j'y vais souvent, mais pour faire des cours, mais là, j'ai enseigné 3 mois d'affilée à Milan au printemps dernier, et je prenais le train pour des raisons écologiques, et puis moins cher aussi. Et donc, j'ai vu comment fonctionnait le train, la frontière, parce que c'est mon métier. Modane. Qu'est-ce qui se passe à Modane? Alors, quand on voyage avec la SNCF, il y a une concurrence entre Trenitalia et la SNCF. Et quand on va de France en Italie, en général, c'est rare qu'on sorte des gens du train, parce que on ne va pas renvoyer il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont renvoyés par le train en Italie. Et quand c'est toujours la SNCF qui va du côté de l'Italie vers la France, là, la police monte dans le train, on contrôle les gens qui ont, au faciès, bien sûr, les gens, et on leur demande leurs papiers, leur titre de séjour, etc., etc. Donc on en sort 5 à 10 par train quand même, c'est beaucoup par jour. Et tandis que quand c'est Trenitalia, le train est toujours à l'heure, il en est très fier, mais eux, ils laissent filer complètement. Il n'y a pas la police italienne qui monte dans le train, et donc... les gens qui sont en Italie ils savent d'ailleurs, s'ils prennent Trenitalia, surtout s'ils entrent à Turin, où il n'y a pas de contrôle d'identité au départ pour monter dans le train, alors qu'il y en a un à Milan, ils montent et puis ils arrivent à Paris. Donc déjà, on voit la différence de pratique. Mais ils ont le sentiment, et je ne sais pas quelles sont les consignes de Trenitalia et de la SNCF, mais en tous les cas, beaucoup d'Italiens ont le sentiment, à juste titre à mon avis, qu'ils sont considérés comme les Grecs, comme les Chypriotes, on en a parlé tout à l'heure, comme les Maltais, comme les Espagnols, pour être la première frontière de l'Europe.
les premières frontières de l'Europe, c'est les pays du Sud. Hein. Et c'est très confortable de garder le système de Dublin actuel avec les reconductions. Vous allez être reconduit vers le premier pays où vous avez mis le pied, parce que ça laisse tranquille l'Europe du Nord, l'Europe centrale et orientale. On les envoie là. Là, ils sont arrivés là, on les renvoie là. Donc, c'est la première frontière de l'Europe. C'est pas la rive sud de la Méditerranée, c'est l'Europe du Sud, hein, où ils arrivent. Même si j'ai une étudiante qui a fait une thèse sur l'accueil des personnes qui arrivent à Lampedusa, par exemple, et en Sicile, finalement, ça leur donne un peu de moyens. Déjà, des régions pauvres, ils ont des subventions européennes ou même de leur région pour accueillir les personnes. Donc, ça donne du travail, des métiers, même de gestion, des ONG, etc., dans ces pays du Sud, dans des régions un peu sinistrées parfois. Donc, bien sûr, la politique officielle, publique, est différente, mais localement, ça crée des opportunités dans ces régions. Donc, c'est un aspect qu'il faut prendre en compte, même si c'est très difficile dans cette partie de l'Europe très touristique, d'arrêter les sans-papiers et de les reprendre, parce qu'ils sont dans une concurrence de lieux. Hein. Dans les mêmes lieux, surtout dans des îles où il y a des touristes, il faut aussi accueillir, ou plus ou moins, les personnes qui arrivent. Ça, c'est très compliqué, parce que quand vous êtes une toute petite île, et que vous êtes à Lesbos, ou à Samos, ou même à Lampedusa et quelques autres coins, il faut accueillir à la fois les touristes en donnant une image ces vacances, etc. Puis de l'autre, il faut des camps pour... Malte a exactement le même problème parce qu'elle ne vit presque que du tourisme. Difficile d'accueillir en même temps que les touristes et puis les sans-papiers ou les demandeurs d'asile. Donc ça, c'est une des difficultés de l'Europe du Sud. Mais l'Europe du Sud est de facto la première frontière de l'Europe et l'Italie le vit très mal. Depuis longtemps, on a eu M. Salvini, et aujourd'hui on a Mme Meloni. Il faut dire ce qui est. L'Italie se sent maltraitée par l'Europe parce qu'on se dit, on les laisse se débrouiller pour pas dire autre chose. Et puis nous, comme ça, on a un certain confort puisqu'ils ont fait le premier travail, si je veux dire. Ceci dit, nous, on le fait à l'égard des Anglais. On est le seul pays en Europe à faire le fameux containment, l'empêchement des gens de quitter la frontière pour aller au Royaume-Uni, ce qu'on demande aux pays du sud de la Méditerranée, avec des accords bi- et multilatéraux. On demande ça aux pays du Maghreb. On a signé un accord avec la Turquie en 2016 dans le même sens. Mais nous, on fait ce boulot-là, si j'ose dire, un peu compliqué, avec des conséquences politiques locales, bien sûr, à l'égard du Royaume-Uni, en échange de peu de choses, finalement. 50 millions par an. Et dans le passé, quand ont été signés les accords du Touquet, d'après les renseignements un peu secrets, pas très diffusés, c'était la vente de 3 porte-avions au Royaume-Uni. Donc, depuis, on a le phénomène de la militarisation de la côte autour de Calais. Ce qui n'est pas la meilleure chose. Je vois les organisateurs qui nous disent que ça va être l'heure de s'arrêter. Moi, je serais favorable à une remise en cause de ces accords du Touquet. Complètement. À la fois pour des raisons d'humanité et pour des raisons très politiques aussi. Ça nous permettrait de ne pas jouer les policiers à la place des Britanniques et de permettre aussi aux Anglais d'assumer leurs responsabilités et de ne pas nous donner des leçons dans ce domaine. Et de respecter le droit d'asile aussi. Et de respecter le droit d'asile également. Bien, sur ces paroles d'espoir, merci beaucoup.